La photographie, j'avais toujours aimé ça, mais je n'avais jamais imaginé en faire mon métier. Jamais. Salut les amis, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Charlotte, entrepreneuse, photographe pour mon tout premier podcast. Elle va nous raconter un petit peu l'expérience qu'elle en tire aujourd'hui. Ça fait plusieurs années qu'elle est auto-entrepreneuse dans la photographie et ce qu'elle en vit, quels sont les investissements, quel salaire elle arrive à se dégager aujourd'hui par rapport à son activité et surtout sa passion. N'hésitez surtout pas à vous abonner, partager également ce podcast et vous pouvez aussi le retrouver en audio directement sur les plateformes. À tout de suite. Bonjour Charlotte, du coup. Bonjour Anthony, merci de me recevoir aujourd'hui. Merci à toi. Avec grand plaisir que je suis là pour répondre à tes questions. Pour mon tout premier podcast, ça me fait plaisir. Un peu de stress ou ça va? Ça va, l'exercice n'est pas forcément évident. J'ai plus l'habitude d'être derrière la caméra que devant. Mais c'est pas grave, ça change un petit peu. Moi, un petit peu de stress quand même pour mon premier podcast, mais bon, c'est comme ça. On est entre nous les amis, en tout cas. Est-ce que tu peux du coup nous raconter juste un petit peu ton parcours, tout début, tu vois, c'est parce que là aujourd'hui, on le sait, tu es photographe professionnel, mais je pense que ça c'est pas venu comme ça. C'est au final ton bagage, tes études. T'as fait quoi au début avant de te dire vas-y j'ai envie de me lancer dans la photo, ou c'était vraiment un truc, t'avais envie de faire ça? Non, alors c'était pas quelque chose que je voulais faire depuis le départ. J'ai un parcours un petit peu atypique parce que j'ai pas saisi la photo dès le départ. En fait, depuis toute jeune, j'avais envie de faire quelque chose dans l'artistique. Ça, c'était évident. T'avais déjà cette âme-là, genre, je veux faire de l'artistique. L'âme de l'artiste, quoi. Exactement. En fait, j'ai fait beaucoup de danse, de chant, de musique, de théâtre depuis que je suis toute jeune, depuis à peu près que j'ai 6 ans, jusqu'à à peu près mes 18 ans, donc 12 ans de beaucoup de disciplines artistiques. Et j'en ai parlé à mes parents en étant jeune, sauf que mes parents sont assez vieille école, le père militaire, voilà, eux ils n'étaient pas du tout ouverts. On connaît les parents un peu fermés des fois sur l'artistique, ça peut être un peu compliqué. J'ai déjà négocié pour aller en filière L, donc littéraire, ce qui a déjà pas été simple. J'ai réussi à avoir gain de cause sur ça. Mais voilà, en tout cas, pour eux, les études primaient avant le reste. Donc, il fallait d'abord que je fasse des longues études et des grandes études pour avoir un métier stable. Pour eux, c'était l'objectif de leur fille, c'était faire ça, quoi. Exactement. Comme j'avais des bonnes réussites à l'école, pour eux, il fallait que je fasse de grandes études. Sinon, pour eux, ça aurait été genre gâcher ton potentiel, non? Ou c'était vraiment parce qu'ils voyaient que aussi tu étais bonne à l'école et qu'il fallait que tu continues là-dedans? Je pense que c'était plusieurs choses. C'était la peur d'un salaire trop variable aussi. Ouais. Pour des parents, j'imagine qu'on veut pour son enfant le meilleur et des revenus assez stables. Le problème, c'est que voilà, l'artistique, on le sait, le statut d'intermittent du spectacle, le fait que les revenus soient pas fixes chaque mois, je pense que ça les inquiétait pour ma vie en plus, on en parlera du coup après aussi par rapport à ce que tu fais actuellement. Ouais. Donc ça, voilà, c'était vraiment, je pense, une crainte, et aussi le fait que pour eux, j'avais les capacités de faire mieux que l'artistique. Alors pour eux, c'était mieux, pour moi, pas du tout, mais en tout cas, dans leur tête, voilà. Entre guillemets, j'avais le choix entre médecine et droit. Ça a commencé comme ça. Et du coup, médecine pas possible du tout. Pour moi, c'était inconcevable, donc je suis allée en droit. Ok. Ouais, donc là, vraiment aux antipodes de ce que tu fais là, quoi. Exactement. C'est fou. Voilà, je me suis dit, j'étais arrivée à un moment de ma vie où on me proposait de faire des grandes études. Moi, c'est pas du tout ce que je voulais faire. J'ai essayé de réfléchir à sur quoi ça pouvait déboucher, en fait, de faire ce genre d'études. Et voilà, je suis quelqu'un qui aime fort la justice. J'aime bien que les choses soient bien faites. Je suis assez têtue aussi, donc j'aime avoir gain de cause, j'aime débattre. Donc voilà, le droit, je me suis dit, ok, pourquoi pas, ça peut m'amener sur quelque chose qui me plaît. Ça peut te convenir aussi à toi, ce que tu... Exactement. En tant que personne, voilà, il y avait des valeurs dans le droit dans lesquelles je me retrouvais. Ok. Donc j'en ai fait pendant 6 ans. Ouais, ça m'a permis de beaucoup bouger finalement, parce que j'ai fait mes 2 premières années de licence à Troyes. La 3e, donc ma dernière année de licence, je l'ai fait à Lyon. Ensuite, j'ai fait la 4e à Reims et les 2 dernières à Aix-en-Provence. Donc voilà, donc ça m'a déjà permis de voir un peu de pays, quoi. Voilà, de voir un petit peu des différents bouts de France, de rencontrer différentes personnes, de bouger. J'ai toujours eu ça en moi, voilà, de rencontrer de nouvelles personnes, bouger dans le droit. Enfin voilà, c'était. Et du coup, une préférence sur la ville Aix-en-Provence, sans hésiter. Forcément, le sud. Hein. Ouais, le sud, là-bas, la qualité de vie est exceptionnelle. Franchement, la montagne à 2 heures, la mer à 1 demi-heure, le soleil quasiment toute l'année. Non, vraiment chouette. Ouais, ça doit être. Être étudiant là-bas, ça doit être une belle vie, quoi. Ouais, la vie étudiante était vraiment chouette.
Donc voilà, donc j'ai bougé pas mal dans ce parcours-là. Au départ, je voulais être avocate en pénal. Ok. Voilà, donc j'ai avancé. Passer le barreau et tout, quoi. Voilà, je voulais passer le barreau. J'étais partie pour être avocate pénaliste. Jusqu'à ce que je me rende compte en 3e année que ça impliquait aussi de défendre les méchants. Dit un peu grossièrement, c'est ça. On ne défend pas que les bonnes personnes. On défend son client, en fait. Voilà, on défend son client. Peu importe ce qu'il a fait, on n'a pas le choix, je pense. Exactement. C'est comme ça. Toute personne a le droit à la justice, en fait. Dont les personnes qui ont commis des choses graves. Et quand j'ai compris cette chose-là, pour moi, c'était inenvisageable de défendre quelqu'un qui avait fait du mal. D'accord. Ok. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, je vais passer de l'autre côté de la justice. Donc, du coup, je suis allée en master criminologie. D'accord. Parce que, voilà, je voulais passer de l'autre côté. Je voulais, plutôt que d'être avocate, être dans la gendarmerie criminelle. D'accord. Parce que toujours, voilà, cette envie de faire la justice, cette envie d'être carré, d'être droit, voilà. Il y avait vraiment ce truc-là qui me plaisait. Vraiment de défendre, en fait, entre guillemets, alors... on n'est pas dans un comics, mais vraiment le bien contre le mal. Ouais, il y avait un peu cette idée-là. Ouais, il y a un peu cette idée-là. Donc, j'ai tout fait pour. Et puis, en fait, l'art me manquait. L'art me manquait. Je suis arrivée en 4e année de droit. Il me manquait ce petit pep, ce petit truc qui me faisait me sentir vivante. J'avais besoin... Voilà, la gendarmerie, c'était une passion. C'était un truc, voilà, je regardais Crime... je ne sais pas si on a le droit de le citer ou pas, mais... c'est bon. Mais bref, donc je regardais Crime sur la télévision. Enfin, j'étais vraiment passionnée par ces trucs-là. J'ai fait des autopsies avec la gendarmerie. Enfin, vraiment, j'ai Ah oui, tu as vraiment été... OK. Ouais, exactement. Je voulais vraiment voir tout ce que ça impliquait d'être dans ce métier-là. Mais c'est en voyant tout ça que je me suis dit, même si ça me passionne en théorie, je ne me vois pas vivre de cette vie-là. Ok. Donc voilà. Pas non plus piqué à 100%. Non, je ne peux pas dire ça parce que je pense que dans une autre vie, j'aurais pu le faire. Okay. Vraiment, c'est pas que je regrette de ne pas l'avoir fait, mais je me dis que j'aurais pu le faire aussi. Mais il y avait... Est-ce que tu aurais voulu insister dans cette branche-là ou pas? Est-ce que tu n'as pas un regret, mais est-ce que tu te dis, avec le recul... Là, on va parler effectivement de ton métier, mais avec le recul, est-ce que tu te dis peut-être que j'aurais eu une autre vie où ça aurait été mieux pour moi ou pas? Mieux, non. J'en suis certaine. Par contre, c'est sûr que j'aurais eu une autre vie. D'accord. C'est évident que j'aurais pas construit une vie de famille, que j'aurais été très carriériste. Ça aurait changé complètement. Je pense que le métier l'implique aussi, non? Exactement. Il faut être à 100% dedans. Je veux dire, c'est très difficile dans ce genre de métier de rentrer chez soi et de couper tout par rapport aux enquêtes, par rapport à la lourdeur des choses qu'on a pu voir la journée. Moi, je pense que dans un métier comme ça, j'aurais été complètement mordue dedans. Enfin, voilà, j'aurais été à fond dedans et j'aurais eu du mal à m'en détacher en rentrant chez moi. Ok. Ouais, donc, parce que je pense que quand tu t'endors le soir, il faut réussir à se mettre on-off, quoi. Il y a des gens qui arrivent très bien à le faire dans des métiers. Et si effectivement on n'arrive pas trop à le faire, ça peut avoir des répercussions, je pense, aussi sur du long terme, quoi. C'est sûr. Voilà, pour construire une vie de famille, pour avoir une vie sociale, pour tout ça, effectivement, ce bouton on-off, moi, je ne l'ai pas. Je suis vraiment une éponge. J'absorbe vraiment énormément les émotions des gens. Et je pense que ça aurait été passionnant. J'aurais été complètement dévouée à ce métier, mais ça m'aurait bouffé une partie de moi. D'accord. Et pendant tes études sup et que tu as bougé à droite à gauche, tu as complètement oublié cet aspect artistique de toi, ou tu as continué à faire des choses, à faire ne serait-ce qu'un peu de photos, de la danse, de ce que tu disais, ou tu as complètement arrêté? Alors après, on connaît tous avec les études supérieures. Ouais. Moi, le premier, dès que j'étais en études sup, j'ai arrêté tous les sports. T'es un petit peu à la salle de temps en temps, mais voilà, après, j'ai vite décroché. On n'a pas forcément le temps, mais est-ce que toi, chez toi, tu as continué à faire des choses ou pas? Non, malheureusement, c'était pareil en fait. Je voulais m'émanciper très tôt. Quand j'ai eu 18 ans, à peine, je suis partie de chez mes parents et j'ai voulu prendre mon indépendance. D'accord. Ce qui fait qu'à côté de mes études, j'ai dû travailler. Et donc, les études de droit qui sont déjà très prenantes, plus le travail les mercredis et les samedis, plus les petits copains, la vie à côté, etc. On connaît tous. Voilà. Du coup, j'avais plus de temps en fait pour faire le reste. Donc, heureusement, j'ai quand même mon piano chez moi, donc ce qui me permet de temps en temps de me faire de pianoter un petit peu, de me faire des petits plaisirs. Mais pour le reste du temps, non, j'ai dû arrêter. J'ai arrêté la danse, je faisais de la flûte traversière, j'ai dû arrêter aussi. J'ai fait un petit peu de théâtre. Quand j'ai pu en refaire, j'en ai fait un petit peu. J'ai fait un petit peu de danse, pareil, mais avec les cours du Crous, de l'école, en fait. D'accord. Donc c'était propre à l'université, en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc non, j'ai quand même dû arrêter beaucoup de mes passions.
tu as voulu quitter le nid familial, t'émanciper rapidement, donc à 18 ans. Tu disais que tu avais pris un job en plus de tes études. Quand on fait des études de droit, on sait que c'est quand même des choses qui sont assez lourdes. Comment tu as réussi, en plus de ça, en final, à travailler à côté, tu vois? C'est quand même des choses qui sont lourdes. Il y a plein de gens aussi qui se posent peut-être la question aujourd'hui, parce que les parents peuvent peut-être pas les aider à payer ne serait-ce que les études ou aussi le logement. Donc, comment tu as réussi à faire ça, quoi? Ça a été mon cas. Mes parents m'ont dit, à partir du moment où tu veux partir de la maison et où c'est ta décision, c'est toi qui l'assumes. Donc, en fait, j'ai pas eu le choix. Okay. Je trouve que finalement, avec du recul, sur le moment, j'ai eu du mal à comprendre cette décision. Ouais. Parce que, voilà, pour moi, c'était normal que mes parents m'aident, etc. Et maintenant, avec le recul, et en étant aussi maman moi-même, je me dis c'est bien qu'ils aient fait ça, parce que ça m'a forcée à me sortir de ma zone de confort, à me responsabiliser très tôt, à aussi prendre en maturité. Est-ce que tu dois subvenir à tes proposants? Moi aussi, j'ai eu ça, et j'ai voulu aussi partir très rapidement. Et moi, l'alternance m'a permis d'avoir un revenu directement, contrairement à ceux qui font des filières du coup, comme toi. Moi, c'est vrai que par contre, j'ai fait 6 ans d'études et 6 ans où j'ai eu absolument aucun revenu. Ouais. En tout cas, via mes études. D'accord. Donc ça, c'était la partie la plus compliquée, parce qu'il y a des études effectivement qui permettent, notamment l'alternance, d'avoir un revenu à côté, ce qui aide quand même un peu. Moi, j'en avais pas du tout. Mais voilà, de toute façon, à partir du moment, je savais que je ne pouvais pas rester avec mes parents. C'était évident. J'aimais pas le quotidien familial. Voilà, après chacun ses histoires. Et puis cette envie aussi de voir des choses par soi-même, d'avoir son propre chez soi. On a tous cette sensation, on connaît les amis. Ouais, non vraiment, moi j'avais ce besoin, voilà, d'être dans mon chez moi, dans ma bulle, de faire ce que je voulais, quand je voulais. Enfin voilà, vraiment ce besoin d'indépendance. Donc je l'ai pris, ça n'a pas été facile. Trouver un job étudiant non plus, surtout comme je disais, j'étais pas encore exactement majeure en fait. J'étais à 2 mois, donc. J'ai dû quand même attendre un petit peu avant de trouver un petit boulot, parce qu'on ne pouvait pas m'engager en étant mineure. C'était quoi ton premier petit boulot? J'ai travaillé chez SFR. Ok, j'étais hôtesse d'accueil à SFR. Okay. Donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi, à travailler donc tous les mercredis toute la journée et tout le samedi toute la journée. Ok, c'était un contrat du coup propre, CDI étudiant, ils font souvent ça maintenant, on en voit régulièrement. Exactement, c'était effectivement un CDI étudiant. Ok. Qui s'est très bien passé. J'en garde des super expériences avec des super collègues. Ils étaient tous plus âgés que moi, on va dire entre 25 et 35 ans. Donc, c'était quand même une dynamique assez jeune. Oui. Et mine de rien, ça m'a aidé aussi. Ça m'a formé, ça m'a responsabilisé, ça m'a grandi. Puis, première bonne expérience du coup du travail. Exactement. Parce que souvent, on peut arriver dans une boîte ou même en alternance ou en stage, ça peut très mal se passer et puis de se dire... C'est quoi ce milieu-là, quoi? C'est quoi le monde du travail, mais ce qui est paradoxal, c'est que ça s'est très bien passé. Et pourtant, on y viendra après, pourtant, je suis incapable d'être salariée. Incapable. Ouais. Hein. Et c'est aussi pour ça que maintenant, je suis en auto-entreprise. Bah oui. Mais ça, on y reviendra plus tard. Pour allier vraiment donc, tes études avec un job à côté, donc ça l'a fait, parce que tu as tout eu, du coup, toutes tes études. Ça l'a fait, mais ça demande beaucoup d'investissement. Beaucoup d'investissements personnels, de temps, voilà, beaucoup moins de sorties aussi, c'est évident. Après, je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut aussi, c'est une indépendance. Quand on n'a pas les parents ou les ressources qui vont derrière, on n'a pas le choix aussi de se dire, ok, je veux mon indépendance, je vais me la chercher en allant travailler du coup à côté, mais sans aussi oublier les études, parce que ça reste aujourd'hui quelque chose, je trouve aussi d'important, les études. Et il me semble qu'après tes études, tu as voulu... voyager? Ouais, c'est ça. Tu peux nous en parler un peu? Là, on s'est arrêté sur la criminologie. En fait, c'est vraiment ce truc-là qui a commencé à me faire ce premier déclic. En me disant, voilà, la crimino, j'aime ça, mais je ne me vois pas faire mon métier. Les arts me manquent, mais en même temps, je suis déjà à 4 ans de droit, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête? Est-ce que je fais autre chose? Ça serait peut-être gâché d'arrêter tout de suite, de ne pas valider les trucs. Exactement. Donc, j'étais vraiment dans cette indécision. J'en ai parlé avec mes parents qui m'ont dit, non, maintenant que tu es allé là, termine, quoi. Enfin, va au bout de ton cursus de droit et tu verras ensuite. Sauf que, voilà, ça me manquait quand même. Donc, j'ai réfléchi la chose et je me suis orientée dans un autre master qui était droit et management de la culture et des médias. Wow. Ouais, un grand intitulé. Ça sur le CV, les amis, ça tient pas. Ça tient pas, mais ça en jette quand même. On va pas se mentir, ça en jette. Mais donc voilà, là je faisais du droit de la presse, du droit de la propriété intellectuelle. C'était vraiment très large en fait. On était aussi sur tout ce qui était le droit de la télévision, de la radio, tous les canaux de diffusion, on va dire, de tous les médias.
Et mon dernier master 2, c'était droit et activité artistique. D'accord. Donc, je me suis rattachée. Voilà, là, tu recherchais cet aspect-là. Exactement. Okay. Et donc, j'ai travaillé plus sur tout ce qui était droit d'auteur, propriété intellectuelle, ce qui aussi m'a permis d'acquérir des choses qui aujourd'hui me servent, même si j'en ai pas fait mon métier. Et j'en reviens à ta question, c'est que à la fin de ce master, je sais pas, j'ai une voix dans ma tête qui m'a dit « Maintenant, stop, t'es allé au bout de ton cursus. » Après 6 ans au total, du coup. Après 6 ans, ouais, après 6 ans. Et qui m'a dit « Maintenant, trouve vraiment ce que t'as envie de faire et suis ce que toi t'as envie de faire et ce que t'aimes. » Ouais, en fait, t'as écouté ta petite voix. Ouais. T'as dit « Ok, t'as fait plaisir, entre guillemets, à tes parents. Voilà. T'as fait ça. Et puis même à toi, t'as été jusqu'au bout. Tu t'es prouvé que tu pouvais y aller. Et qu'au cas où, tu avais peut-être un truc aussi. Exactement, j'avais mon backup si jamais je ne savais pas trop ce que je voulais faire. On est beaucoup à se dire à la fin de nos études, parce que moi aussi j'ai fait un bac plus 5, de se dire est-ce qu'on passe tout de suite dans le monde du travail, et puis au pire on fera notre tour du monde, on voyagera après, on vagabondera, ou est-ce qu'on se dit tout de suite, bah vas-y go, là j'ai un mode flottement, voilà, c'est frais, je suis pas encore dedans, j'ai pas encore ces contraintes-là, est-ce que j'en profite maintenant ou pas? Toi du coup c'est ce que tu as fait? Ou c'est en fait, je me suis même pas posé la question de ça. Je me suis pas réfléchi. C'était tout de suite, j'ai envie de... Vraiment, fin de mes études, j'étais à bout. Je n'en pouvais plus. J'avais envie de voir autre chose, de découvrir le monde. J'avais déjà pas mal voyagé en temps de vacances, en tout ça, c'est parce que j'aimais beaucoup ça. Ouais. Mais là, j'avais envie de faire une coupure et de me retrouver, en fait, de savoir qui j'étais et ce que j'avais vraiment envie de faire. Et c'est là où vraiment je me suis dit qu'est-ce qui va pouvoir m'apporter ça, et le voyage s'est présenté à moi à ce moment-là. En me disant c'est ce truc que j'ai besoin, parce que j'ai besoin de me sortir de ma zone de confort, de me retrouver dans des conditions et des environnements différents pour comprendre vraiment qui je suis. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis autorisée de partir pendant 1 an et demi à faire plein de pays différents. Petite recommandation, la Nouvelle-Zélande, c'était vraiment mon pays coup de cœur plus. Ouais. Ah, ça doit être fou. Ah, c'était dingue. Avec les trucs Hobbit, tout ça, t'as fait? Ouais, je suis une grande fan du Seigneur des Anneaux, donc j'ai fait tous les lieux de tournage. Nouvelle-Zélande, ça doit être dingue. Ouais, vraiment, si j'ai un endroit à conseiller à tout le monde, c'est vraiment la Nouvelle-Zélande. C'est pour moi le pays coup de cœur qui m'a le plus marqué. Mais en plus, ça a été plus loin que ça, c'est-à-dire que t'as travaillé aussi là-bas, t'as loué un van et tout, donc t'étais aussi avec ton copain de l'époque. Mais comment tu t'es dit aussi, bah vas-y, de toute façon, pour faire ça, il faut qu'on taffe, il faut qu'on fasse un truc, tu vois, c'était évident. Même trouver des jobs là-bas, tu vois, je pense qu'il y a plein de gens qui doivent aussi se dire, mais ok, moi je kifferais faire ça, mais ça doit être dur aussi. Niveau d'anglais, après, tu étais déjà très bonne en anglais. C'est ce que j'allais dire. Ce qui m'a facilité les choses, c'est que j'avais déjà un bon niveau anglophone. Donc ça, c'est sûr que ça aide. Tous les pays ne sont pas anglophones, mais c'est quand même la langue universelle. Voilà. Ce qui m'a permis vraiment de pouvoir communiquer facilement. De toute façon, je pouvais pas, avec les ressources que j'avais, je veux dire, j'ai fait 6 ans d'études, j'avais quasiment jamais travaillé, sauf les petits contrats étudiants pour me payer mon loyer. J'avais pas les ressources nécessaires pour ne faire que voyager. Donc, en partant, c'était évident qu'il faudrait que je travaille. Je veux dire, pendant 1 an et demi, on peut pas s'amuser, voyager, et voilà, profiter de la vie et du soleil sans jamais avoir à travailler. Hormis si, si on a une fortune, on gagne le loto, voilà. Mais c'était pas mon cas. Donc c'était évident que j'allais travailler, et justement d'alterner période travail, période de voyage, tout en même temps travaillant dans un environnement encore différent de ce qu'on connaît nous, avec des nouvelles personnes, avec justement des personnes qui parlent une autre langue, donc des autres approches, des autres cultures, aussi, voilà, des autres ça doit être fou. Pour moi c'était vraiment alors je dirais pas l'expérience d'une vie non plus parce qu'on en a plein, mais c'est pour moi dans mon expérience personnelle, ça a été vraiment un élément hyper marquant. Ça a été un gap quoi. Pour moi ça a été vraiment quelque chose de très fort quoi. Et est-ce que c'est à partir de ce voyage-là que tu t'es dit que le point de vue artistique, donc du fait que tu as voulu après te lancer, donc on va arriver à ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que c'est grâce à ce voyage-là, donc à ton retour, tu t'es dit bon, en fait j'ai pas envie d'être dans le salariat, ce genre de choses, et j'ai envie de me mettre dans mon auto-entreprise. La photographie, ça t'est venu tout de suite, vraiment l'acheminement, les questions... La photographie, j'avais toujours aimé ça, mais je n'avais jamais imaginé en faire mon métier, jamais. C'était vraiment quelque chose que je faisais par passion, de temps en temps, voilà, j'aimais bien avec mon téléphone, en voyage, prendre des photos, etc. Mais quand j'ai fait ce voyage-là, mon conjoint de l'époque aimait aussi justement la vidéo, la photo, pas outre mesure, pareil, juste en loisir. D'accord. Mais en fait, on s'est équipé. Donc, on a pris un drone, on a pris une petite caméra, une GoPro, enfin voilà.
Et en le fait, setup classique du baroudeur. Setup classique, voilà, du travel, je ne sais même pas. Le Instagram. Voilà, le Instagrammeur. Mais voilà, les petites choses de base. Et on a carrément lancé un Instagram, une chaîne YouTube pour voilà, partager nos voyages en fait avec les gens. Donc on filmait, on prenait des photos, on partageait. Et en fait, ça, c'est un truc que, ça a vraiment été déclencheur chez moi. C'est que j'ai aimé capturer les moments et encore plus les personnes, plus que les paysages, plus que vraiment ces petits moments, des émotions, des expressions de visage, des choses en fait qui en voyage, voilà, c'est pas les mêmes cultures, c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas les mêmes environnements, même les mêmes odeurs. Et je voulais que les photos que je prenais à ce moment-là reflètent au maximum ce que j'avais devant les yeux. Ouais, alors ressentir l'odeur, le truc. Sans y être, en fait, voyager au travers des photos, mais pas forcément des paysages, vraiment au niveau des cultures. D'accord. Et ça m'a vraiment donné cette impulsion d'aimer la photo. Et effectivement, quand je suis revenue, je me suis dit... Donc là, c'était le déclic, quoi. Ouais, ça a été le déclic. Je savais déjà que je voulais plus de salariés. Là-dessus, j'ai des petites anecdotes. Moi, le salariat, c'est pas fait pour moi. Tu peux, ces moments anecdotes, les amis. Voilà. Moi, le salariat, c'est pas fait pour moi. Je peux pas être dirigée par quelqu'un. Je n'y arrive pas. J'ai un caractère qui est très fort. Je suis assez têtue, comme je l'ai déjà dit un petit peu avant. J'ai du mal aussi à avoir une routine. Ça, c'est un problème. C'est vrai que le métro boulot dodo, quand on est salarié, c'est un peu le basique. C'est assez redondant, même si un métier peut avoir plein de facettes différentes, ça reste très redondant. Moi, je peux pas. Et dans ma vie perso comme dans ma vie pro, la routine, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à gérer. Je peux pas avoir les mêmes horaires tous les jours, être dans le même bureau tous les jours. C'est quelque chose que je suis incapable de faire, même si je le voulais. Et en fait, à chaque fois que j'ai travaillé dans des boîtes, ça s'est toujours très mal passé avec mes patrons. Toujours. Parce que j'ai... Il y en a qui se reconnaissent. Voilà, désolée encore pour qui j'ai pu être avec vous. Mais voilà, j'ai jamais été horrible avec mes patrons, mais j'ai beaucoup de mal à supporter l'autorité de quelqu'un sur moi. Si j'ai 5 minutes de retard, qu'on me fasse des réflexions, qu'on me menace de me virer ou des choses comme ça, moi c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et l'injustice, on y revient encore. On en revient à tes fondamentaux du coup. Voilà, à mes fondamentaux, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à supporter. Et en fait, en travaillant pour moi-même, je sais que je suis juste avec moi-même. Alors que ce qui n'est pas forcément le cas quand on travaille soit avec des patrons, soit même avec des collègues. Tout le temps, il y a effectivement des injustices au niveau salarial, au niveau traitement, au niveau... peu importe. Et puis surtout, après, là, on va rentrer dans un sujet un peu... Mais surtout quand on est aussi femme, aujourd'hui, ça peut aussi malheureusement avoir encore des choses qui peuvent être compliquées. Beaucoup d'injustices aussi à ce niveau-là. Donc c'est vrai que au niveau de l'auto-entrepreneur. Toi aujourd'hui, donc tu es auto-entrepreneuse. Ouais. Donc ça y est. Ça y est. Tu as créé ta boîte et tout. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des choses, donc quand tu as commencé, que tu aurais voulu éviter de refaire comme erreur? Est-ce que tu as commis des erreurs dans ton parcours, dans l'acheminement, même la création juste administrative, tu vois? Est-ce qu'il y a eu des trucs où tu peux donner des tips à des gens qui se reconnaissent dans ce que tu dis dans ton discours? Des tips, je ne sais pas, mais par contre des erreurs, je pense qu'on est obligé d'en faire pour apprendre et pour s'améliorer. Je pense que de toute façon, c'est l'expérience, quoi, en fait. C'est plus ça. C'est ça. Bien sûr, il y a des choses qu'on peut regretter, mais quand je refais le parcours dans ma tête, j'ai pas tant de regrets parce que je me dis tout ce que j'ai fait, même qui n'a pas été, qui sur le moment m'a un peu chagriné ou quoi, ça m'a permis à chaque fois de grandir et de devenir meilleure. Et je dis pas ça, c'est pas le truc que tout le monde dit. Et je le dis parce que vraiment c'est mon expérience perso. C'est pas juste parce que c'est une phrase banale. Typiquement, et d'ailleurs je suis encore un peu victime de ça, j'ai eu quand j'ai débuté beaucoup le syndrome de l'imposteur. D'accord. Parce que j'ai fait des études de droit, parce que après ça, je vous passerai mon parcours qui est un peu atypique, mais après le droit, parce que quand je suis revenue du Tour du Monde, je me suis pas lancée tout de suite en fait dans la photo, parce que j'avais pas de formation, parce que pour moi j'étais pas légitime. Exactement. Donc je me suis pas lancée là-dedans. Donc j'ai travaillé 1 an au Crédit Agricole comme banquière. Alors là, le droit m'a aidée, le fait d'avoir des diplômes, ça m'a aidée à rentrer au Crédit Agricole. Donc j'ai travaillé comme banquière 1 an. Après ça, j'ai travaillé comme prof pendant 1 an aussi dans un lycée agricole. J'ai fait plusieurs métiers. Je travaillais dans la vente de prêt-à-porter. Tout ça. Tout ça, ça t'a construit aussi. Oui, ça m'a construit. Et ça m'a aussi aidé à me décider, à me dire non, je ne suis vraiment pas faite pour travailler en entreprise, en salariat. Ce n'est pas pour moi. Mais j'ai eu
beaucoup d'expérience, mais rien à voir avec la photo en fait. Donc quand je me suis lancée... L'artistique était toujours pas encore omniprésent dans ta vie. Il était omniprésent, il l'a toujours été depuis que je suis toute petite. Mais c'est on va dire la part que je lui laissais dans ma vie qui a évolué avec le temps. Il y a eu des moments quand j'étais jeune, ça faisait vraiment une grosse partie de moi, et puis après j'ai dû la réduire parce qu'on me l'a demandé, et après du coup c'est revenu, mais je savais pas sous quelle forme j'avais envie de l'aboutir en fait. Et puis voilà, et puis même en me lançant dans ma boîte, on peut pas se lancer comme ça. Je veux dire, c'est pas hop, on a une idée, on claque des doigts et on se lance. Il faut réfléchir à la chose. Il faut quand même réfléchir au niveau financier, au niveau personnel, au niveau investissement. Donc tout ça, je sais qu'on va le développer un petit peu après. Discuter un peu, parce que je pense que ça doit intéresser aussi tout le monde. Ouais. C'est vrai, quand on se dit, ok, je me lance dans la photographie, c'est pas des trucs qui sont censés coûter très cher, mais on va en parler. Tout à l'heure, tu me parlais des prix. J'étais juste choqué de l'investissement de base. C'est énorme. Et puis surtout que on sait que, parce que moi, les amis, vous connaissez, je suis un ancien conseiller bancaire. C'est très compliqué quand on est auto-entrepreneur d'aller chercher un crédit, d'aller chercher un financement près d'un établissement bancaire. Ouais. Donc on n'a pas le choix d'utiliser soit des ressources personnelles, soit d'essayer de toquer à droite à gauche chez la famille. Donc ça, on va effectivement en discuter. Mais du coup, je rebondis sur ce que tu disais, sur les erreurs. Voilà, si vraiment il y a un truc que j'ai pu regretter, alors déjà, en fait, il y a vraiment deux choses. La première, c'est d'avoir négligé mon identité. Ça, c'est vraiment une chose, quand j'ai débuté, pour moi, je ne savais pas quelle importance ça avait de créer son identité. Visuel, tu veux dire, ou identité même toi, même tout okay. L'ensemble, en fait, de ce qu'on appelle effectivement l'identité visuelle, graphique, de créer mon persona, tout ça, je l'ai trop négligé. Donc, j'ai négligé le logo, le site internet, ma charte graphique, mes noms de réseaux sociaux, mail. Tout ça, en fait, pour moi, voilà, je me suis juste dit, ok, je me lance. En fait, tu n'avais pas professionnalisé le truc à fond. Et là, tu t'es dit, peut-être qu'il faut que je me cadre un peu plus et que je fasse vraiment des choses. Tu as fait appel à des gens pour ça? Ouais, mais justement, au départ, je me suis dit, ok, ça n'a pas... Ça ne fallait vaut peut-être limiter aussi le budget, non? Mais c'est sûr que quand on se lance, ça joue aussi. Mais finalement, à refaire, pour le coup, ça, c'est quelque chose que je ferais différemment. Okay. Effectivement, au départ, je me suis dit, bon, j'ai pas le budget, je me lance, c'est pas grave, je verrai ça plus tard. Mais si j'ai un conseil à vous donner, vraiment, c'est justement ça. C'est de ne pas négliger la création d'entreprise et ce qu'il y a autour. Parce qu'en fait, ça va décider aussi de tout l'avenir. C'est ça qui va aussi apporter des clients. C'est ça qui va nous définir, nous démarquer des autres. D'accord. Tout ça, en fait, c'est quelque chose à ne pas négliger. Donc, tu mettrais un billet là-dessus, si on a un peu de sous, en termes d'investissement. Voire même, je le mettrais plus sur ça que sur certaines autres choses. Le matériel, on n'a pas besoin d'en avoir des 1000 et des 100 pour débuter. Okay. Voilà, un bon objectif, un bon boîtier peut suffire pour débuter. Maintenant, voilà, il y a une partie du budget que je conseillerais vraiment de consacrer à ça, en fait. À la création d'un site, création d'un bon logo. Le site, à la limite, ça peut venir dans un second temps, mais déjà, réfléchir à son identité, à la façon dont on s'exprime aux gens. Réfléchir, ça coûte rien, de réfléchir à ça. Comment on va s'exprimer? Est-ce qu'on les tutoie? Est-ce qu'on les vouvoie? Est-ce qu'on fait de façon amicale ou de façon très professionnelle? Enfin, voilà, c'est réfléchir vraiment aux valeurs qu'on veut véhiculer, comment se démarquer des autres. Comment être fidèle à qui on est vraiment. D'accord. En fait, c'est toute la prise en compte de tout ça. Il ne faut pas non plus s'effacer soi-même. Exactement. Parce que de toute manière, après, ça va revenir. Et son entreprise doit ressembler à la personne qui l'a créée, en fait. Elle doit porter les valeurs que la personne a envie de lui donner. Exactement. D'accord. Donc voilà, le logo, ça passe par là. C'est la première chose que les gens vont voir. Moi, j'ai de la chance. Dans mon métier, la photo, c'est visuel. Oui. Donc les gens vont pouvoir identifier mon travail par rapport au support que je leur donne. Mais... Ou portfolio, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit, il me semble. Oui, c'est ça. Okay. Le portfolio, donc avec des vitrines qui vont être sur Instagram, sur Facebook. On a cette possibilité-là. Mais toutes les entreprises n'ont pas la possibilité de nous montrer ce qu'elles font via des visuels, en fait. Je vais prendre quelqu'un qui se lance comme coach, quelqu'un qui se lance comme comptable. Oui. Tous ces métiers-là, c'est difficile d'apporter un visuel. Il y a plein de choses, effectivement. Exactement. Là, c'est vrai que cet aspect-là, il y a de la fin. Ça peut être dans tous les corps de métiers possibles. Sophrologue, enfin, je pense à plein de choses. C'est vrai. Et ces personnes-là, elles devront encore plus travailler leur identité pour débuter, parce que c'est sur ça que va reposer leur communication et comment les gens vont les percevoir. Oui, c'est la première chose qu'on va voir. Donc, du coup, on va juger, peut-être des fois à tort, juste sur l'aspect visuel de la chose. Alors, pourtant, on dit toujours que l'habit ne fait pas le moine, les amis.
Mais c'est vrai que c'est OK. C'est quand même donc la ça, première c'est chose vraiment qu'on un voit d'une truc entreprise. super important. Ouais, pour moi, voilà, si j'ai un conseil, c'est ça. Et ne pas négliger la comptabilité. D'accord. Moi, c'est encore quelque chose, pourtant ça va faire 4 ans que je suis à mon compte. C'est encore quelque chose sur lequel j'ai du mal parce que c'est pas du tout... C'est toi qui l'as fait? Ouais, Ok. justement. En auto, c'est souvent pour limiter les coûts Au aussi. moins au départ. Au moins au départ. Là, maintenant, là où je conseillerais, c'est de se renseigner vraiment sur les différents statuts. D'accord. Qu'est-ce que ça implique? À quoi on a le droit? À quoi on n'a pas le droit? La retraite, le chômage, les aides. Quand on a un enfant aussi, moi j'ai été aussi par rapport à ça, au congé maternité, enfin tout ça, quel statut apporte quoi? Moi je dirais que ça c'est un Et point en aussi que fonction j'ai de la négligé. profession? Ouais, Ok. aussi. Voilà, est-ce qu'on veut se mettre en micro-entreprise? Est-ce qu'on veut se déclarer un bénéfice non commerciaux ou non? Enfin, toutes ces choses-là, en fait, qui sont un petit peu plus tatillonnes et plus sur la partie l'administratif, financière. quoi. Il faut L'administratif. vraiment se poser. Alors, Ouais. En plus, on est en France, malheureusement, il y a beaucoup On a d'administratifs. beaucoup d'administratifs, ouais. Mais c'est important de bien choisir, du coup. Exactement. Par rapport à ce qui nous convient, par rapport à ce qu'on imagine de notre boîte, c'est important quand même de se poser, de réfléchir. Moi, c'est quelque chose que j'ai un peu négligé aussi au départ. Du coup, j'ai envie de rebondir. Excuse-moi. Donc, tu as dit que tu étais maman, vie de famille. Ouais. Comment on arrive à lier, du coup, congé maternité, avoir un enfant, en plus de l'auto-entrepreneuriat? Parce qu'on va en revenir, mais tes principaux clients aujourd'hui, c'est qui, c'est quoi? Je suppose aussi souvent quand on pense photographe, on pense mariage, c'est les week-ends. Par rapport à ça, comment tu arrives à allier ce truc-là par rapport à ta vie de famille? Je pense qu'il y a plein de gens, ça doit aussi les intéresser. Comment tu arrives à faire la balance de pas non plus négliger du coup ton enfant qui vient de et puis aussi ton compagnon, etc. Je pense que ça peut être aussi assez intéressant de savoir comment jauger la chose. Alors, c'est une jauge qui n'est pas du tout évidente. Je dirais que j'ai de la chance et en même temps pas tant. Parce que j'ai un conjoint, alors qui est très bien, hein, c'est pas le problème, mais attention, mais qui est salarié. Ok. Il est salarié avec des horaires du fixes. bureau fixe. Exactement. Mais dans ce cas, ça crée une récurrence. 8h30, 4h30, quand il rentre chez lui, enfin chez nous du coup, mais il a rien à gérer du tout. Voilà, il a pas de charge mentale à penser parce que voilà, son boulot c'est de l'administratif pour le coup. Quand il est sur place dans son bureau, il fait ses trucs. Quand il rentre, il n'a rien à traiter. Ouais. Il n'a pas d'appel téléphonique, il n'a pas de dossier à continuer de préparer, à machin. Non, il quitte le bureau, le boulot, c'est terminé, c'est derrière lui. Que quand on est auto-entrepreneur... C'est pas du tout ça. Ouais, c'est pas du tout ça. Et c'est justement cette balance qui est marrante parce qu'il y a une ambivalence. D'un côté, c'est un point très positif parce que ça veut dire qu'il ne travaille pas les week-ends, qu'il a ses soirées, qui termine quand même relativement tôt. Oui. Donc, pour s'occuper du petit, c'est beaucoup plus simple. C'est sûr que du coup, les week-ends, quand moi je travaille, lui, il est là. La semaine, s'il y a quelqu'un qui doit le garder, du coup, c'est plus moi qui garde le petit parce que lui, moi, je suis quand même majoritairement à la maison, même si je travaille, mais je peux plus facilement me dégager du temps que lui, qui est obligé de poser un congé, etc. Voilà. Quand tu gères un peu en fonction de ton emploi du temps. Exactement. Donc, quand le petit est malade ou que la nounou est en vacances, voilà, moi, je me dégage plus facilement des jours que lui. Et en même temps, les week-ends, c'est lui qui s'en occupe. Donc, on arrive à trouver notre équilibre par rapport au petit comme ça. En revanche, ce qui est très compliqué, c'est d'avoir quelqu'un qui n'a pas le même rythme et qui comprenne le rythme d'un auto-entrepreneur. Et ça, c'est difficile. Parce que pour lui, bien évidemment, il aimerait que quand il rentre à la maison, la personne avec qui il est... Elle soit 100% dispo. Elle soit 100% dispo. Et moi, je ne suis jamais 100% dispo. C'est quoi le rythme, en fait, d'un... On va prendre une journée classique. Par exemple, tu as des shoots à faire, etc. Alors, je t'interromps tout de suite. Dis-moi. Je n'ai pas de journée classique. C'est ce que je te disais, je suis anti-routine. C'est vrai. Toutes mes journées ne se ressemblent pas. Jamais. Je ne débute jamais à la même heure. Je ne finis jamais à la même heure. Je n'ai jamais la même routine de travail. Jamais. Donc voilà, il y a des jours, si le matin j'ai envie de dormir jusqu'à 10h parce que je me sens fatiguée, je dors jusqu'à 10h. Et puis des jours, si je suis réveillée à 6h30 et que j'ai rien à faire, bam, je vais travailler. Et en fait, c'est ça qui est bien et c'est ça que j'aime dans ce travail et dans le fait d'avoir une auto-entreprise, c'est que je peux gérer absolument tout toute seule. Même les clients, entre guillemets, si je souhaite ne pas avoir tel ou tel client, bon, ça m'arrive très peu, hein, je vous rassure, j'accepte presque tout le monde. Donc il y a des côtés positifs au fait que lui ait ses horaires fixes, etc. au niveau de la garde d'un enfant. Ouais. Par contre, voilà, l'ambivalence, c'est que à contrario, comme il a des horaires fixes, il a du mal à comprendre que moi, j'ai pas du tout les mêmes horaires que lui, que je puisse être appelée à tout moment. Je peux avoir, par exemple, un gros contrat.
Il me demande les photos sous 3 jours. J'ai fait 4000 photos, je dois rendre les photos. Mais ça veut dire que pendant 3 jours, je ne fais que ça matin, midi, soir, nuit. Je veux dire, il n'y a même pas de coupure. C'est que j'ai un impératif de rendu. Et donc là, je suis obligée de travailler outre mesure. Et donc voilà, je ne suis pas présente pour manger avec eux le soir. Et ça, c'est quelque chose que quand on partage son quotidien avec quelqu'un qui n'a pas la même façon de vivre et la même façon de travailler. Qui n'a pas le mindset du coup entrepreneur. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est très compliqué parce que voilà, lui, il aimerait que je sois toujours présente, manger avec lui, passer mes soirées avec lui, être disponible en fait dès que je suis à la maison. Et aussi ce côté de bah ouais, mais tu travailles à la maison, donc tu as le temps de faire à manger, tu as le temps de faire la lessive, tu as le temps de faire. En fait, c'est normal dans la tête de quelqu'un qui lui travaille au bureau et quand qui sort en fait de chez lui. Voilà, alors que moi, je suis à domicile entre guillemets pour lui. Allez, on va dire 80% du temps parce que voilà, finalement, la photo, ça me prend peut-être 20% du temps total de travail. C'est là où je voulais en venir en plus. C'est vrai que donc, toi, tu as la passion, la photographie. Au final, on t'en fait pas tant que ça parce que quand on est entrepreneur, on est aussi, on le disait tout à l'heure, tu es ton propre comptable, tu es ton propre aussi assistant administratif, même aussi aller chercher des clients. Aujourd'hui, tu parlais de contrat, je rebondis là-dessus. Comment tu fais pour aller prospecter, trouver des nouveaux clients et comment toi ça fonctionne pour toi en fait, ça à ce niveau-là? En fait, c'est vrai que l'auto-entreprise, c'est un petit peu difficile à gérer pour ça. C'est que, comme tu disais, on a plusieurs casquettes à la fois. Ou alors, après, il faut tout déléguer. Mais c'est un budget. Mais c'est un budget. Okay. Il faudrait avoir son comptable, il faudrait avoir quelqu'un qui gère son administratif, quelqu'un qui gère même son budget, quelqu'un qui va gérer, par exemple, les réseaux sociaux, le contact client, gérer les appels clients, enfin... Tout ça, en fait, c'est la même personne qui s'en occupe. Ou alors, comme je disais, il faut déléguer, il faut payer, mais ça implique de consacrer aussi un budget pour ça. Moi, clairement, j'en suis pas là. Ça ne veut pas dire que je n'y viendrai pas un jour. Peut-être que quand l'entreprise aura grandi, peut-être que le jour où je serai très connue, je pourrais, oui, parce que j'ai des ambitions d'être très connue un jour, pourquoi pas. On est là pour ça. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Sinon, effectivement, c'est l'auto-entrepreneur qui gère aussi tout ça. Et ça, c'est quelque chose que les gens ont du mal à intégrer. Parce que, comme tu disais, il y a la photo. La photo, comme je disais, qui représente peut-être 20% de mon temps total de travail. Oui, quand même, c'est peu, tu vois. C'est peu. Parce que moi, quand je pense auto-entrepreneur dans la photographie ou autre, ouais, je pense alors c'est 50, allez, peut-être 60% de son temps. Et beaucoup de gens Parce que je suis conscient quand même qu'il y a des tâches administratives, de par mon ancien métier de banquier, ce que j'en ai reçu. Mais en fait, 20%, c'est quand même... Ouais. Et en fait, beaucoup de gens pensent comme toi. Et enfin, je pense que voilà, beaucoup de monde imagine ce métier de photographe comme il fait les photos et c'est tout. Enfin, je veux dire, voilà, donc on est présent au moment de la captation, on se dit, ok, la personne, elle a fini son travail quand elle remballe son matériel. Et en fait, pas du tout. Avant de faire le shooting, il faut trouver le client, voilà. Trouver le client, ça implique de savoir démarcher, ça implique de communiquer sur son activité pour pouvoir justement toucher des personnes, ça implique d'avoir les clients au téléphone, de voir avec eux ce qu'ils ont envie, que ce soit un mariage, du portrait, peu importe, il faut définir le projet avec le client. Une fois que ça s'est fait, voilà, on discute un petit peu, ils vont me demander des conseils sur leur tenue, sur les lieux, sur tout ça, donc ça prend quand même du temps. Accompagne aussi là-dedans. Il faut accompagner, c'est obligatoire. Ça fait partie du rôle du photographe et je pense que c'est ce qui différencie aussi un amateur d'un professionnel. D'accord. L'amateur, il va venir sur un lieu qu'on lui aura demandé, il va pas conseiller, il va prendre des photos et il rendra, ce qui est bien, on commence tous certainement par là. Mais le professionnel, il va prendre en compte aussi vraiment toute la dimension autour du projet. D'accord. Et effectivement, il va conseiller sur les lieux, sur les lumières, il va vraiment prendre une vision globale du projet. Moi, je fais pas mal de photos, par exemple, pour des personnes qui lancent leur entreprise, ou du moins qui ont lancé leur entreprise et qui veulent communiquer dessus. D'accord. Toi, tu es un peu spécialisé là-dedans, du coup. Pas tu fais moins de mariage, mais c'est... Je dirais que c'est 50-50. Ouais, okay. Je dirais que c'est 50-50. Mais ces personnes-là qui viennent me voir, comme je disais tout à l'heure sur l'identité, elles veulent parler d'elles, en fait. Elles veulent véhiculer les valeurs de leur entreprise. Donc, si je leur fais des photos juste pour faire des photos, les gens, ils capteront pas ça sur la photo. Et ça va se ressentir, je pense. On le voit, même nous, quand on regarde des photos, des fois, oui. On ressent des choses et il y a des trucs où on se dit, là, ça ne matche pas. Donc, okay, c'est ça. Et en plus, ça veut dire que les gens qui vont voir leur image vont penser, tiens, cette personne, elle est comme ci, comme ça, parce que ça va véhiculer un message. Et si c'est pas celui qui est en adéquation avec celui que la personne veut donner, ça va pas être OK, en fait. Et ça va pas donner envie aux gens de contacter la personne.
Voilà, quelqu'un qui va être très altruiste dans le truc du coaching. Si elle arrive les bras fermés, le visage fermé, très sérieuse, etc. sur une photo, on va pas la contacter pour avoir du coaching, pour avoir de l'accompagnement. Enfin, voilà, comme ça je te fait disais, peur, quoi. Ça fait peur, clairement, ça fait peur. Lui, il va pas me coacher. Voilà, il va me je mettre une patate. Voilà, je préfère le faire tout seul qu'être avec quelqu'un comme ça, quoi. Donc voilà, le but, c'est ça, c'est de capter aussi l'essence de la personne, ses valeurs, ce qu'elle a envie, quelle dimension elle veut donner à sa communication et ensuite répondre à tout ça. Donc voilà, donc ça fait partie de mon travail aussi. Ça consacre combien de temps, ça, du coup, avant de décrocher le projet et le rendez-vous? Je dirais que tout ce qui est communication, rendez-vous client, etc., c'est bien au moins 20% aussi du temps. Peut-être même, non, je dis 20%, mais peut-être même 30%. Ok. Finalement, ça me reste que plus de temps que la photo en elle-même. D'accord. Mais à côté de ça, il n'y a pas que ça. Après, il faut gérer ses aspects financiers. Donc, il va falloir gérer ses déclarations. Il faut gérer ses impôts, ses financements, c'est tout ça. Gérer son budget parce qu'il y a du matériel, de l'investissement. Bah ouais. Donc, il faut en parler un peu après, parce que là, tu as ramené effectivement des objectifs et puis un boîtier. Ouais. Donc c'est vraiment, juste pour montrer un petit peu, mais... Pour se rendre compte aussi qu'aujourd'hui, les amis, quand on veut se lancer aussi dans quelque chose, ça a un coût en fait. C'est pas juste j'ai envie de me lancer dans la photo, je prends mon dernier petit iPhone. Non, en fait, c'est vraiment, il y a un investissement à faire et des fois, on se rend pas compte. On en a parlé tout à l'heure, j'étais choqué du prix. Donc là, est-ce que tu peux le regarder? Bah attends, je vais le prendre. Hein. Juste fais attention. Hein. Promis, attention. Je rigole. Tiens, je t'en prie parce que j'ai peur. C'est lourd, hein. Ouais, c'est pas léger. Les amis, on dirait pas. Hein. C'est archi lourd. Non, c'est pas léger du tout. Donc là, c'est quoi comme boîtier? Qu'est-ce qu'on a? Là, on a typiquement un boîtier, un objectif. Okay. C'est une base, en fait. Le boîtier, on est sur un Canon R5, donc qui est déjà un bon boîtier. Tu peux me dire ce que tu veux, de toute façon, j'y connais rien. Bon, bah parfait. En fait, c'est très nul, mais... Les pros, en commentaire, vous me dites si c'est bien. Voilà, non, en réalité, c'est un très bon boîtier. Et donc, ce boîtier-là, je crois qu'encore aujourd'hui, il doit coûter quelque chose comme 3 500 €. Là, tu as 3 500 € juste le boîtier dans les mains, là. Juste cette partie-là, en fait. Hein, vraiment, pas la partie objectif, juste la partie boîtier. Et cet objectif-là... C'est énorme, en fait. Quand même. Ouais, et cette partie-là, elle doit coûter dans les 2 500 €. Ce qui fait que dans l'ensemble, là, dans les mains, j'ai déjà 6 000 € et c'est quelque chose, c'est juste une base. C'est-à-dire qu'à côté de ça, j'ai... 6 000 € de base, c'est énorme. Mais parce que maintenant, je suis professionnelle. C'est ouf, enfin, on se rend pas compte. En amateur, moi, je me rends pas j'ai compte pas commencé avec ce matériel-là, ça c'est évident. C'était quoi ton premier boîtier du coup? Mon premier boîtier était quand même déjà plutôt bon parce que dès le départ, je savais ce que je voulais, je savais que je voulais en faire mon métier. En fait, quand j'ai investi direct aussi. Voilà, j'ai investi direct. Donc c'était un Sony A7 III. Okay. C'est mon tout premier boîtier que j'ai gardé pendant 3 bonnes années, peut-être même un peu plus. Et bon, là, je suis passée sur Canon pour des raisons personnelles dont on ne doit pas parler parce qu'on pourrait débattre pendant des heures. C'est ça. Il va y avoir des débats dans les commentaires. Ouais, Sony, Canon. Voilà, Sony, c'est pas Canon, le sujet, les amis. On peut débattre, mais voilà, c'est pas le sujet principal de la vidéo. Mais tout ça pour dire que bien sûr, ça représente des investissements. Donc tout ça, ça se gère. En fait, et quand on peut en venir sur le temps de travail, voilà, donc ça va être en gros 20% de captation, 30% de communication, contact client, etc. On peut même rajouter un petit pourcentage pour le démarchage. C'est pas ce que je fais le plus, c'est pas ce que je fais le mieux non plus d'ailleurs, mais c'est important. Après, tu commences à te faire connaître aussi sur le secteur. Voilà. Le bouche-oreille, je pense que ça aide énormément. Mais parce qu'on est aussi dans une petite ville. C'est vrai. Donc voilà, on est à 3, donc ici c'est vrai que ça va relativement vite, mais dans une grande ville, ça ne suffirait pas. Donc voilà, peu de démarchage. Après, la gestion de ses factures, de son administratif, tout ça. Les factures, les devis, parce que ça prend aussi du temps à les faire, à les envoyer, etc. Enfin voilà, c'est vraiment en fait... Et t'as oublié un pôle, hein, il me semble. Mais je vais te le dire à la post-prod, non? Et la post-prod, parce que justement, parce que ça, je connais un peu. Hein, les amis, on fait de la vidéo ici quand même. Mais voilà. Toi, t'as l'habitude, c'est pareil avec les montages. Voilà, tu filmes, ensuite tu coupes, tu montes, enfin voilà. C'est là où j'allais y venir, c'est-à-dire que peut-être 50% de mon activité, c'est de la post-production. C'est énorme, en fait, c'est-à-dire que, et encore peut-être pareil, je n'ai pas évalué avant le pourcentage. Ça doit dépendre des projets aussi, forcément. Oui, c'est sûr. Si tu es sur une commande bien précise de portrait, par exemple, ça doit être, j'en sais rien, je ne fais pas de photos, mais ça doit être plus simple en post-prod que par exemple shooter un mariage. Là, tu vas avoir, je ne sais pas combien de milliers de photos, c'est que des plus les droites à gauche qu'on te demande. En captation, c'est-à-dire que pour une séance portrait, je peux me retrouver avec 200-300 portraits, mais à la fin,
je vais en rendre 5, 10, 20 selon la formule que le client aura choisie. Donc là, c'est quand même assez rapide. Alors, ça prend du temps parce que chaque portrait mérite quand même son propre traitement, etc. Mais ça peut être quand même assez rapide. Un mariage où je vais faire peut-être 4000, 4500 photos parce que je serai là de 8h du matin jusqu'à 2h du matin le lendemain. Et donc tu couvres tout, en fait. Ouais, tu couvres tout. Bien évidemment, je ne rends pas les 4500 photos. C'est-à-dire, de toute façon, ça ne servirait même pas. Voilà. Puis les mariés les regarderaient jamais. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt de rendre autant de photos. Je vais peut-être en garder un petit tiers, on va dire à peu près. Je vais en rendre aux alentours de 1000 sur une grosse formule comme ça. Mais c'est 1000 photos qui vont quand même être traitées individuellement. Donc, tu vas passer du temps pour gérer... Pour chacune. Alors, certaines plus que d'autres qui vont nécessiter plus de réglages, plus de changements, mais globalement, de toute façon, je passe sur chaque photo. Ça, c'est certain. Donc voilà, donc c'est un temps qui est énorme. Donc ce temps-là, c'est le temps que les gens ne se rendent pas compte. Surtout que j'ai un style de photo qui est quand même plutôt naturel. Alors certes, un petit peu assez peps, etc. sur la retouche parce que j'aime beaucoup les couleurs, j'aime le dynamisme, le vivant. Mais à l'œil, quelqu'un qui ne connaît pas du tout la photo va pouvoir potentiellement se dire celle-là, je suis pas sûre qu'elle ait été retouchée. Parce que c'est le but, je veux pas mettre de filtre, voilà. Alors moi, je sais que j'ai fait un travail de dingue. Quand on voit la photo le avant-après, là, on se dit ah oui, la différence, elle est folle. Mais quand on voit juste la photo retouchée, et la finalité, on peut se demander s'il y a un traitement ou non. C'est ça qui est fou. Mais d'un autre côté, c'est le mieux. Parce que ça signifie que, tu vois, c'est le... Je veux revenir aussi, j'ai entendu le mot formule. Donc toi, dans ta presta, du coup, tu fais des formules. Comment ça se passe au final avec tes clients? Un client qui te demande du coup sur un mariage, là, tu disais que tu pouvais être là pendant 2 jours. Oui. Ça se passe comment ça d'un point de vue de tarification? Comment tu gères cet aspect-là, l'aspect devis et l'aspect du coup facturation de ton métier? Comment tu arrives à jauger le truc de se dire ça va me coûter, je raconte des amis et des bêtises, par exemple 500 € la journée ou le truc. Comment tu définis le budget, quoi, tout simplement? C'est un peu un rapport avec ce que je disais tout à l'heure. C'est très compliqué de fixer son budget parce qu'il y a toujours ce syndrome de l'imposteur quand on débute une activité. Tu l'as toujours, là? Je l'ai toujours. Ah ouais? Je l'ai toujours. Pourtant, voilà, j'ai des retours très positifs. Maintenant, tu t'es passé dans l'Est éclair avec des projets et tout, en plus, qui était incroyable. Hein. Je suis passée à la radio, je suis passée dans le journal. Voilà, j'ai été contactée par France 3. Donc, oui, c'est sûr que maintenant, ça a pris plus d'ampleur, que les gens commencent à me connaître. Déjà, en tout cas, au niveau de local, ça, au niveau local, il n'y a pas de souci. Voire même au niveau de l'Aube, et ça m'arrive de me déplacer en région parisienne, dans Lyon, enfin voilà, donc un petit peu tout ce qui gravite autour, on va dire sur Grand Est et centre, au niveau Paris, etc. Je commence à sortir un petit peu de ce truc-là. Mais il y a quand même des moments où je regarde des photos d'autres photographes et où je me dis, la vache, ils font tellement mieux que moi, en fait, moi, ce que je fais, c'est nul. Et j'ai encore ce truc-là, des fois, de me dévaloriser, mais parce que je suis comme ça, que je veux la perfection tout le temps, dans mon perso comme dans mon pro. Et ce truc de me dire, ouais, mais après tout, moi, j'ai pas fait d'études dans la photo. Et puis, donc, au niveau du tarif... Mais je te rejoins un peu là-dessus. Tu comprends. Coupe 30 secondes, c'est vrai que nous, même moi, dans ma créa, des fois, je me dis, j'ai ce truc-là, des fois, où je me dis, putain, je suis pas légitime dans ce que je fais. Mais oui, parce quand que j'ai une vidéo qui va potentiellement buzzer sur TikTok ou autre, je vais me dire, pourquoi cette vidéo-là, j'ai réussi à faire vraiment 1 million de vues, alors que ça, les algorithmes, c'est encore une autre histoire. Ouais, après là, il y a une question d'algo, mais c'est vrai que des fois, j'ai aussi ce truc-là où je me dis, mais quand je regarde d'autres créateurs, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, la production, ce qu'ils arrivent à faire, je me dis, mais en fait, moi, je suis éclaté. Et alors qu'on essaye de produire des choses qui nous correspondent à nous, pour qu'on ait une identité, on en revient aussi au même, tu vois, et se faire kiffer nous avant tout, et puis s'il y a des gens qui kiffent, tant mieux. Mais c'est vrai que je suis étonné par contre, parce que moi ça fait pas très longtemps quand même que je fais ça, mais là t'as quand même maintenant un petit background derrière toi, et je suis quand même étonné de ça reste, ce truc-là, tu vois. Ouais, ça reste, et je pense que pour quelqu'un qui l'a vraiment fort au départ, pour se l'enlever, c'est vraiment dur, Parce que de toute façon, on trouve toujours mieux ailleurs, donc... Est-ce qu'il faut peut-être se dire, arrêter de regarder la concurrence, au pire? Se dire, là, en fait... Oui, mais non, parce que d'un autre côté, c'est challengeant. C'est pas faux. D'un autre côté, de voir quelque chose qui nous paraît mieux,
ça va nous booster à être encore meilleurs. Enfin, moi, j'ai cette mentalité. Tout le monde ne l'a pas. Il y en a qui vont au contraire, se déprimer en voyant le travail d'autres personnes, en se disant, j'y arriverai jamais, etc. Moi, non, c'est vraiment un motivateur. Okay, donc toi, ça va te permettre de set up ton truc, de dire, ah non, en fait, moi, j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'être encore mieux. Exactement. Encore être plus précise dans ce que je fais, etc. Moi, j'ai vraiment envie de m'améliorer. Et en plus, c'est ça qui est bien, c'est que je pense que dans beaucoup de boulot, et photographe, ça en fait partie, il y a une amélioration constante qui est possible. Pour moi, il n'y a pas de limite à l'amélioration. Un jour, je ne serai jamais parfaite parce qu'il y aura toujours des nouveaux boîtiers, il y aura toujours, même aujourd'hui, voilà, avec les avancées de l'IA, il y a quand même plein de choses qui s'intègrent. Donc, il y a toujours matière à évoluer, à créer, à faire des nouvelles choses. Donc, pour moi, voilà, la possibilité d'amélioration n'a pas de limite, en fait. Et ça te fait un peu peur, ça? Je rebondis juste après, on retournera sur ton système de formules. L'IA, t'en as parlé, c'est un sujet qui est très présent aujourd'hui, même dans la société en général, sur plein de métiers d'ailleurs. Est-ce que toi, ça te fait un peu peur, ce truc-là, par rapport à toi, ta profession? Oui et non, comme beaucoup de sujets, oui et non, voilà, on arrête là. Non, je développe un petit peu. Oui, ça me fait peur parce que c'est nouveau, parce qu'on ne connaît pas. Hors photo, je trouve qu'il y a des choses qui font vraiment très peur. Là, je vais parler pour le perso, mais voilà, pouvoir discuter avec quelqu'un qui analyse ce qu'on dit, lui poser des questions, avoir une réponse comme si c'était réellement quelqu'un qui nous parlait, moi, c'est quelque chose qui m'effraie et puis qui est capable de nous donner des solutions, des réponses, des choses. Enfin, c'est quand même fou de se dire que c'est comme si on avait un cerveau, en fait, qui travaillait en face de nous. Et je trouve même que c'est dommage de l'utiliser à mauvais escient parce que c'est utilisé à mauvais escient. Voilà, quand je vois les gosses à l'école qui l'utilisent pour faire leur dissert, toutes les choses comme ça. C'est vrai. Je veux dire, faites pas ça, les amis. Non, ne le faites pas. Déjà parce que ça va être détecté. De toute façon, on se rend bien compte que quelqu'un qui est habituellement pas à l'aise à l'écrit, qui pond on sent la prof qui revient là. On sent la prof qui revient. Vous avez senti le côté prof qui revient. Parce que c'est du vécu aussi. Je l'ai vécu en tant que prof. On le voit tout de suite. Mais au-delà de ça, en fait, c'est dommage parce que ça empêche une réflexion personnelle. Alors, je comprends que ce soit une facilité pour plein de choses. Et pour des trucs, même dans mon métier, c'est super. Okay. Tu l'utilises, toi, du coup, pour Oui, ça m'arrive de l'utiliser. Okay. Par exemple, moi, là où je l'utilise le plus, ça va être pour la suppression d'un élément dérangeant sur une photo. D'accord. Il va y avoir une super belle photo, mais il y a un panneau stop avec un poteau derrière, où il y a mamie qui est en train de se recoiffer ou de faire quelque chose, ou de donner les billets à son petit enfant derrière. Bon, ça casse un peu la magie de la photo. Okay. L'IA pour ça est super parce que ça va nous permettre même un ciel qui est par exemple un peu gris alors que la photo est superbe, les couleurs sont chouettes, mais ce ciel il est embêtant quoi. Ok, ça gâche un peu. Ça va gâcher l'ambiance de la photo. Alors des fois on va le garder parce qu'au contraire ça crée une ambiance et des fois on aimerait avoir un ciel différent ou qu'il n'y ait pas de tel panneau ou qu'il n'y ait pas une ligne électrique qui passe derrière avec le gros câble qui vient gêner l'œil et la photo. Donc après, tu gagnes du temps aussi, parce que sinon ça, tu le retoucherais à la main. Exactement. Et je l'ai fait, parce que l'IA, ça fait pas si longtemps, finalement, que ça se développe. Soit poussé comme ça, effectivement. Par exemple, aujourd'hui, les logiciels de retouche, ça fait pas si longtemps qu'ils ont intégré l'IA dedans. Là, honnêtement, je dois l'utiliser depuis peut-être 6 mois. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est encore récent, quoi. Donc avant, je le faisais à la main, et c'est vrai que ça prend un temps fou. Et des fois même au point de se dire, tant pis, je le fais pas, quoi. Je le fais pas parce que le résultat est pas optimal et du coup je préfère ne pas le faire que de rendre quelque chose qui me va pas en fait. Puis dire de perdre par exemple 1 heure sur la photo pour tout retoucher alors que voilà. Ça se trouve, tu vas la supprimer. C'est ça, et puis que les gens ils font pas forcément attention parce que voilà, moi j'ai le souci du détail etc. Mais il y a des domaines par exemple dans la pub, dans la mode, domaine dans lequel je tente de me spécialiser, que je commence à le faire. L'imperfection n'est pas tolérable. Sauf si c'est une campagne publicitaire qui veut qu'il y ait de l'imperfection. L'autodérision, ce genre de choses. Okay. Mais sur une campagne de pub, sur de l'esthétique, du cosmétique, des choses comme ça, il faut que ce soit parfait. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir quelque chose qui vient brouiller l'image et aussi la lecture de l'image, en fait. Okay. Donc, voilà. Donc, pour ça, l'IA, moi, est très intéressante parce qu'en fait, on va soit sélectionner l'objet à retirer et puis elle va comprendre toute seule, ce qui est fou, qu'on veut le retirer ou qu'on veut le modifier. Soit on va pouvoir lui mettre un petit texte pour lui dire ce qu'on veut en fait, lui dire ce panneau me dérange, retire-le quoi. Ok. Et bam, voilà, c'est fou. Donc il y a du positif, mais pour moi il faut pas non plus l'utiliser à tout escient. Il faut pas en abuser, comme toutes les bonnes choses. Ça te permet quand même du coup aujourd'hui d'avoir un peu de gagner du temps dans ton temps. Oui. Ok.
Donc par rapport aux formules, par rapport à toi, comment du coup, parce qu'on a revenu Oui, sur les tarifs. Du coup. Sur tes tarifs, c'est vrai qu'on a pas mal dévié les amis, mais c'est très important aussi l'IA parce que c'est un sujet quand même aujourd'hui qui est assez important, surtout pour la créer, que ce soit en tant que vidéo, photo et plein de trucs. Donc les devis, formules, tout ça, comment ça se passe? Comment en fait, voilà, on était parti sur le syndrome de l'imposteur. Ça y est, on parle des sous. Ouais, on en vient au concret, au truc. On a parlé de 6 000 € là sur la table, mais bon, ça c'est déjà... Voilà. Du coup, donc on parlait tout à l'heure du syndrome de l'imposteur, d'avoir l'impression de ne pas être légitime, etc. Ça, donc je l'ai vraiment eu très fort au départ et ça a été le plus difficile pour fixer mes tarifs. Ouais. Parce qu'en ne se sentant pas légitime, on se dit qu'on n'est pas légitime non plus à valoir la même chose que quelqu'un qui, pour soi, fait mieux, en fait. Donc, ça pose question. Donc, j'ai commencé avec des prix très bas. Pour être tout à fait honnête, je vous le conseille de ne pas le faire. C'est une erreur. C'est quoi des prix du coup très bas dans la photo? Parce que moi, voilà, en termes de tarification... Si tu veux, je ne peux pas te donner de prix très bas en photo, étant donné que ça va dépendre du projet. Voilà. Mais sur un mariage qu'aujourd'hui, je vais pouvoir facturer à 1 900, 2 000 €, j'allais le proposer peut-être à 500, enfin un quart moins cher. Ah oui. 3 quarts moins cher, du coup, un quart du prix actuel. Oui, voilà. Mais du coup, pourquoi cet écart du coup maintenant? Mais parce que vraiment, je me sentais pas légitime, que pour moi, mon travail ne valait pas. C'est difficile d'estimer combien vaut son travail, en fait. Parce qu'on n'est déjà pas objectif sur son propre travail. C'est pas faux. Voilà, donc déjà, c'est très compliqué. Et puis de se jauger par rapport aux autres, combien je vaux par rapport à telle ou telle personne. En fait, c'est ça qui a été vraiment très difficile au départ. Et au final, plus j'ai pris de l'expérience, j'ai eu 2 choses qui ont fait que vraiment j'ai augmenté. La première, c'est que j'ai eu des collègues qui m'ont contacté en me disant « Attention, warning, là tu nous fais de la concurrence déloyale. » D'accord, ok. Direct, parce que tu n'étais pas assez cher. Direct, en nous disant « Mais le problème, c'est que s'il y a des photographes qui proposent des prix comme ça complètement dérisoires, tu vas casser le prix du marché. » Et ils ont totalement raison. Aujourd'hui, je le vois avec des nouveaux photographes qui se lancent et où je me dis « Mais il ne peut pas proposer un prix comme ça. » Parce qu'effectivement, dans la tête des gens, pourquoi telle prestation de telle personne va valoir, comme je disais, 500 € alors que l'autre, il en vaut 2500 ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Moi, le premier, j'ai 2 devis, je dis bah... Donc voilà, donc déjà, on va casser le prix du marché parce que les gens vont se dire « Attends, l'autre, avec ses 2500 €, il abuse, quoi, il est beaucoup trop haut. » Alors qu'en fait, il ne sera pas trop haut. Mais l'autre sera trop bas. Donc voilà, donc déjà, il y avait ça. Et la deuxième chose, c'est on m'a dit « Mais tu sais pourquoi on va te contacter ? » Je suis pas mon travail. Non. Bah non, parce que tu seras pas cher. Du coup, les gens qui vont te contacter, en fait, ils vont te contacter parce que tu as des petits prix. Ok. Sauf que petits prix, ils vont l'associer à petite qualité. Et du coup, quand tu vas vouloir démarcher des entreprises ou des choses comme ça, ou des grands qui ont un peu de budget, et qui vont voir ton truc à toi, ils vont se dire, bah en fait, si c'est aussi peu cher, c'est qu'il n'y a pas de qualité derrière. Ouais. Ok. Donc, ils vont associer ça en fait au prix et tout. Donc là, tu as vraiment tout revu. Parce qu'indirectement, on associe toujours quelque chose de cher à quelque chose de qualitatif. C'est pas faux. C'est vrai, le de base, ce genre de choses. Des fois, il y a des trucs, ça vaut pas cher, alors que c'est très bien. C'est vrai, c'est vrai. Et parce que voilà, les grandes marques vont valoir plus cher que des petites qui seront peut-être tout aussi bien, mais qui n'auront pas le renom, en fait. C'est vrai. Donc voilà, on associe le prix à la qualité. Donc déjà, d'être pas cher, finalement, ça me desservait. Ça desservait mes collègues. Et ça me desservait moins. Mais c'est cool. Tu t'es appelé quand même. Enfin, je trouve ça assez incroyable. Alors, ils l'ont pas toujours fait de façon positive. Ok. C'était pas toujours pour me dire. C'était pas dans la bienveillance, genre en mode. Toujours. Il y en a. On sait que tu viens de débuter. Il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui l'ont fait, qui m'ont dit, écoute, attention, tu vas te desservir toute seule. Tu vas donner une image de mauvaise qualité, de quelque chose qui est pas top, de quelqu'un qui fait juste des petits prix. Et c'est comme ça qu'on va te retenir. On va parler de toi en se disant. Charlotte, elle est top parce qu'elle fait des petits prix. Et on va pas parler de toi en disant Charlotte, elle est vraiment bien parce qu'elle fait des super photos. Donc, il y en a qui l'ont fait de façon bienveillante, qui m'ont averti. Et d'autres qui m'ont vraiment dit, là, t'es en train de nous pourrir le marché, donc t'as intérêt à genre vraiment agressif. Ouais, c'était de la menace. Enfin, vraiment, c'était de la menace. On peut monter une équipe si tu veux. On peut monter une équipe. On peut aller les voir et résoudre le problème. Ne faites pas ça, les amis, c'est une blague. Mais voilà, donc ouais, ça j'ai eu du mal. Par contre, après, j'ai commencé à faire des études de marché. Et du coup, tu as compris que fallait monter. Que j'étais beaucoup trop basse au niveau du tarif. Okay. J'ai fait des études du marché. Chaque année, j'ai augmenté mon tarif parce que j'ai investi dans du nouveau matériel, que j'ai investi dans des nouveaux logiciels. Enfin, tous les investissements qui m'avaient aussi coûté, je les ai intégrés dans mon budget prévisionnel et toutes ces choses-là. Et ça m'a fait augmenter le tarif, en fait. Qui est logique en soi, quand une entreprise, même lambda, là on parle d'auto, mais une entreprise,
répercute le coût systématiquement au client. Donc là, c'est logique aussi que si tu fais de l'investissement, donc là, comme on a vu, un boîtier à 6 000 €, quoi, c'est logique qu'effectivement, que tu répercutes sur tes clients aussi cet investissement parce que ça signifie que la qualité de ton travail passera aussi une étape supérieure. Donc, et puis maintenant, je me sens beaucoup plus OK avec ça aussi. D'accord. Je me sens plus OK, je me sens OK de monter mes prix parce que je trouve aujourd'hui que je le vaux. Je vaux le prix que je me donne, enfin en tout cas que je propose. Que tu proposes aux clients. Parce que c'est ça, c'est aussi estimer son travail, c'est très dur, mais il faut pas être trop dur avec soi-même non plus. Il faut avoir plus d'aplomb, il faut prendre de la confiance en soi. Et quand on est relativement sûr de son travail en se disant voilà, on n'a que des retours positifs autour de nous, on est sollicité, comme je disais, par la radio, par le journal, par tout ça, bah, ça fait prendre confiance et se dire ok, je vaux ce que je propose. En fait, ça te permet aussi de te dire en fait, mon travail est reconnu. Ouais. Du coup, on parlait là de tes prix, etc. Donc, que tu as mis du temps à valoriser au final ton travail, parce qu'on peut dire que c'est de la valorisation, ton travail, de par au début un manque de confiance en toi. Du coup, maintenant, qu'est-ce que tu as mis en place pour du coup te démarquer des autres photographes? Parce qu'il y en a quand même énormément. C'est un secteur qui, tout le monde, entre guillemets, attention, peut se lancer dans la photographie plus ou moins professionnellement. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que tu as mis aujourd'hui toi en place pour réussir à te démarquer de tout ça quand on arrive sur ton portfolio, sur ton site, etc. pour dire, moi j'ai envie de bosser avec elle parce que c'est ça, ou est-ce que tu as une spécificité? Je dirais que c'est effectivement, il y a énormément de photographes. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de bons photographes, mais il y a énormément de photographes. Ça veut pas dire que je m'estime meilleure que les autres ou quoi que ce soit. Quand je dis ça, c'est parce que justement, il y en a beaucoup qui se disent photographes parce que l'avantage de ce métier-là, c'est qu'il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin d'études ou de quoi que ce soit pour pouvoir se lancer. Il n'y a pas besoin d'agrégation, de quoi que ce soit en fait. Il suffit d'aller sur... D'être passionné, entre guillemets, je crois que c'est l'INSEE, un truc comme ça, de faire sa déclaration en ligne en disant juste je m'appelle tel, je suis photographe, et bam, on est photographe en fait. Ok. Donc c'est clairement un bout de papier en fait qui certifie qu'on est photographe, mais sans aucun aval derrière, sans aucun... Il n'y a pas de contrôle de référence comme d'autres taf par exemple. Donc il y a beaucoup de personnes qui pour le coup font ça soit en loisir, soit parce qu'ils imaginent que ça gagne des 1000 et des 100, et que du coup ils se lancent en se disant voilà, je vais faire dire vulgairement, mais des couilles en or, clairement. Alors ça, il faudra qu'on en parle aujourd'hui. Voilà, ce qui n'est pas le cas parce que c'est le travail qui mérite salaire. Allez, on est en plein dedans. Du coup, aujourd'hui, combien un peu tu factures, combien tu arrives en moyenne, si tu veux, si tu veux pas donner un chiffre exact, combien tu gagnes en soi aujourd'hui? Est-ce que tu gagne pas autant que ce que je pourrais. D'accord. Ça, c'est évident parce mais que... tu en vis J'en vis, complètement, j'en vis. Je gagne pas autant que ce que je pourrais parce que je laisse une place quand même à ma vie de famille, à ma vie sociale qui est encore assez importante. Parfois, j'ai envie d'être carriériste, de suivre mes ambitions, de partir à Paris, dans le monde, pour faire de la photo, me développer, etc. Et parfois, je me freine parce que j'ai cette vie de famille, parce que j'ai un fils, parce que j'ai envie d'être présente dans sa vie. Et du coup, ça m'empêche de me développer sur certaines choses. Okay. Aujourd'hui, je peux pas donner vraiment un salaire parce qu'en auto-entrepreneur, c'est vrai que ça fluctue énormément. J'avais une question là-dessus, mais c'est vrai que c'est très variable. C'est très variable. Une moyenne. C'est variable en fonction de plein de choses, en fonction des mois, en fonction des années, et parfois même un mois qui peut être pourri une année, l'année d'après va cartonner parce qu'à ce moment-là, les entreprises auront besoin ou qu'il va y avoir un gros contrat qui va rentrer et qui va en fait combler 2-3 mois de salaire. Enfin, ça peut être complètement variable. En moyenne, je dirais que je dois toucher, si vraiment je dois lisser sur l'année, peut-être dans les 1006-1007 nets par mois. Ce qui, n'est pas... Oh non, c'est pas non plus énorme, ça me permet d'en vivre. Et comme je disais, je pourrais faire plus. Mais par contre, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a des mois, je vais toucher peut-être 5-6 000 euros. Et il y a des mois où je peux me toucher que 200 euros parce que c'est un mois où je vais être en plein post-traitement de plein de contrats que j'ai fait avant. Et que ce mois-ci, c'est un mois creux parce qu'il n'y a pas d'entreprise, pas de mariage, Ça arrive. En fait, c'est hyper aléatoire. Et comment tu arrives à gérer du coup ce truc-là? Parce que si pendant un mois, tu touches 5 000 euros et le mois d'après, tu as 200, les charges privées de l'entreprise, entre guillemets, restent aussi les mêmes. Donc, comment tu arrives à dire, tu vas placer de l'argent, tu vas te dire, ok, je laisse ça dans ma trésorerie, ou
tu vas te dégager un minimum Alors, je me dégage toujours un minimum parce qu'il faut quand même, effectivement, que je paye mes charges du quotidien. Voilà, tout ce qui est loyer, Internet, les toutes les choses, et puis tous les contrats que j'ai par rapport à mon activité. Je veux dire, je paye aussi pour avoir Lightroom, Photoshop, etc., la suite Adobe. Je vais payer, qui est très cher. Je vais payer sur mariage.net pour figurer dans leur galerie en premium. Je vais payer, il y a différentes techniques de vente pour lesquelles je vais payer. Et tout ça, ça rentre aussi dans les charges. Plus l'URSSAF, différents... L'URSSAF, les amis, on connaît. On connaît, c'est trop faire. Mais c'est comme ça, c'est la France. On n'a pas que des avantages, il y en a, mais pas que. Donc voilà, au final, au niveau de la trésorerie, je dirais que déjà, je suis quelqu'un qui fait quand même attention. Je ne m'empêche pas de vivre, ni de profiter. Mais par contre, je me garde toujours un matelas de sécurité. Et ça, c'est un conseil pour tout autant d'entrepreneurs que je peux vous donner. C'est vraiment de se dire, je vais mettre toujours de côté un minimum par mois. Il faut se forcer. Bon, bien sûr, les mois où on touche 300 €, c'est beaucoup moins facile que les mois où on touche 5000. Mais en tout cas, dès qu'on a un revenu relativement régulier, se forcer à placer une somme. Tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, trimestriel, annuel, peu importe. Mais il faut placer un matelas. Il faut placer au cas où il y ait quoi que ce soit. Que ce soit un problème avec le matériel qu'il faut racheter en urgence. Comme je vous ai dit, là, rien que le boîtier et l'objectif, c'est déjà 6 000 €. Ouais, donc si tu fais tomber ton objectif, quelqu'un me bouscule ou quoi... Aujourd'hui, il arrive quoi que ce soit et que je dois réinvestir dedans, il me faut 6 000 € disponibles de côté. Il y a des assurances pour ça ou parce que moi, je Oui, bien sûr, il y a des assurances. Il y a des assurances, mais les assurances ne durent jamais une vie. Oui, je suis ça, c'est évident. Elles vont durer 2 ans, 3 ans. Il faut payer pour les assurances. Voilà. Mais même si on en a une qui dure de 3 ans, imaginons qu'à 3 ans et 3 mois... Et c'est toujours comme ça de toute manière. Et c'est toujours comme ça. On le sait, les amis. Voilà, donc il faut toujours prévoir pour racheter du matériel, pour... même pas qu'au niveau du matériel, mais pour la sécurité de son entreprise, pour des investissements divers et variés, pour un pépin qui nous arrive, même avec une voiture de fonction, un téléphone... Peu importe, ça peut être tellement de choses, mais toujours penser à mettre de côté pour avoir un petit pécule au cas où, justement. Et tu conseillerais combien à peu près pour quelqu'un qui a envie de se lancer ou qui commence en pécule de côté sur... Qui se lance, j'en sais rien, parce que ça va être au dépend de sa faculté, de ce qu'elle peut mettre chaque mois. D'accord. Bien sûr, si la personne n'arrive qu'à placer 100 € au départ par mois, c'est déjà bien. C'est ce que je vous dis, les amis, toujours placer, c'est un minimum. Là, voilà. À partie privée, mais toujours placer le mindset. Là, c'est Anto Conseil qui Exactement, parle. Là, c'est Anto Conseil qui parle. Mais voilà, bien sûr, et toujours placer un petit peu de côté. Et après, dès qu'on peut, augmenter en fait son placement. Là, aujourd'hui, dans mon niveau d'activité, pour moi, avoir 10 000 € de côté, c'est le minimum. Et je parle juste pour l'entreprise, je ne parle pas du perso. Okay. Pour moi, juste pour mon entreprise, il faut avoir à peu près 10 000 € de côté. trésorerie. Ouais. Okay. Pour moi, parce que ça va super vite. Le matériel est très cher. Mais quand on prend un boîtier comme ça, 6 000 €. Et puis aujourd'hui, imaginons j'ai plus de voiture, comment je fais pour me déplacer sur mes shootings? Donc, avoir une voiture, c'est essentiel. Donc, s'il m'arrive un problème avec la mienne, il faut que je puisse en racheter une derrière. Enfin, c'est tout ça, en fait. C'est le calcul de ça qui, pour moi, il faut au minimum avoir 10K de côté. C'est quand même un écosystème, du coup, qui est fragile quand on reprend un peu la globalité de ce qu'on est en train de discuter depuis tout à l'heure. C'est qu'il y a tellement de facteurs aussi qui peuvent venir impacter ton activité d'entre-entrepreneuse rapidement, en fait. Donc, il y a énormément de choses qu'il faut réussir à potentiellement anticiper ou limiter, parce qu'on ne peut pas toujours tout anticiper, penser à tout, ça serait trop simple. C'est clair. Mais rien que là, c'est vrai que l'aspect financier de la chose, on peut se dire que se lancer comme ça peut être simple, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte mais tout le monde peut y à côté, quoi. Moi, je pars de ce principe-là. C'est pas simple, des fois il faut s'accrocher, il faut se dire qu'à peu près les 3 premières années d'une auto-entreprise n'est pas rentable. Ça, c'est un principe de base. Oui. Alors, il peut y avoir des exceptions comme à tout principe. Mais avant d'être rentable et de pouvoir en vivre relativement convenablement, de s'être établi, de s'être installé, il faut compter environ 3 ans. Donc il faut savoir que pendant ces 3 ans-là, ça va pas être les revenus qu'on espère, ça va pas être même au niveau des relations avec les gens, de l'impact qu'on va avoir dans le secteur. Tout ça, il faut se dire qu'il sera forcément moins grand que nos espoirs. Et il faut l'accepter pour y arriver. D'accord. Il faut se dire, ok, les premiers temps, je peux échouer. Les premiers temps, je peux avoir des retours négatifs. Les premiers temps, je peux ne me dégager aucun salaire. Mais il faut trouver des solutions à côté. Peut-être commencer seulement par un mi-temps. Et garder un job à côté ou faire des petits travaux à droite à gauche qui pourront rapporter un minimum. Enfin voilà, il faut se dire que pendant ces 3 premières années, c'est pas grave si on n'en vit pas, ça viendra. Et c'est surtout ça, en fait, il faut pas lâcher. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui lâchent pendant ces 3 ans parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils espèrent avoir, en fait. Et c'est quoi le conseil? Parce que là, aujourd'hui, tu es jeune, tu vas avoir 30 ans quand même.
C'est quoi le conseil? C'est vrai, les amis, vous savez, je suis 31 ans il n'y a pas longtemps. Puis on le voit. Hein. Mais je voulais savoir, c'est quoi le conseil que tu donnerais du coup à un jeune qui a envie de se lancer aujourd'hui, que ce soit dans la photographie ou autre chose, parce que je pense que ce conseil-là d'auto-entrepreneur, ça fonctionne aussi pour tout corps de métier. Ça serait quoi aujourd'hui? Pas forcément des tips, parce qu'il y a les trucs un peu basiques, mais toi, ton ressenti, des choses que tu aurais peut-être voulu entendre, d'un part peut-être pas de mentor, mais tu vois, oui, c'est un peu ce que je... Moi, ça va résumer un petit peu tout ce qu'on dit depuis le départ. Je dirais, lance-toi, fonce, et l'erreur est humaine. Et l'échec ne te permettra que d'apprendre et d'évoluer. C'est ça vraiment que je dirais à quelqu'un, c'est que c'est pas grave si tu tombes, mais pense à te relever, en fait, c'est surtout ça. Et à comprendre pourquoi t'es tombé aussi, je pense. Pourquoi t'es tombé, mais ça fait partie du processus. Okay. C'est vraiment, et de prendre, alors je sais que ça demande du courage, mais y aller quoi, se lancer quand on a envie de quelque chose, qu'on est motivé, que c'est pas juste une idée qui traverse la tête, il faut que ce soit un minimum construit quand même, mais quand vraiment on sent qu'on a un truc et qu'on veut le faire et qu'on se donne les moyens pour moi, tout le monde est capable de réussir. Ok. Voilà, c'était le mot sérieux de la fin. Ouais, là je vois ça. On va juste faire la petite section des questions cash. J'ai une question à te poser. Quel a été ton plus gros contrat et qu'est-ce que ça a impliqué pour toi d'un point de vue professionnel et aussi personnel? Alors, je vais prendre la question un peu à l'envers, dans le sens où finalement, c'est pas un contrat ce qui m'a demandé le plus d'investissement. Okay. C'est quelque chose que j'ai fait en lien avec la photo, bien sûr, mais pour moi, pour lequel j'ai pas été payée. C'est ça qui est fou. Bah oui, en réalité, là, tu me poses la question du contrat. Alors oui, des gros contrats, j'en ai eu plus ou moins. Enfin, j'ai eu des gros mariages, j'ai eu des gros événements d'entreprise, des choses qui valent peut-être plus cher en monétaire. D'accord. Mais c'est pas ce qui m'a demandé le plus d'investissement. Combien juste à peu près pour donner un ordre d'idée, si là t'en as en tête, non? Peut-être sur un événement dans les 2-3 000 €. Enfin, voilà, ça va être effectivement un gros contrat parce que sur le moment, on va y être que peut-être 2-3 jours. Mais par contre, c'est 2-3 jours qui vont être non-stop, intensif, hyper intense, et derrière avec une énorme post-production, comme j'expliquais. Et puis sur ce qu'on touche, il faut bien déduire les charges et tout ça, que beaucoup de gens oublient. Mais voilà, c'est la charge de l'auto-entrepreneuriat. Mais là où finalement, ce qui m'a demandé plus d'investissement, et c'est ça qui est fou, c'était un projet perso sur lequel il y a eu d'ailleurs un très grand engouement. Peut-être que tu l'as vu passer, enfin, sur les années 70, je sais pas si voilà. Dans l'Est éclair. Ouais, exactement. On remettra le lien, ouais. Il est passé dans l'Est éclair, il y a France 3 qui m'a contacté, il est passé dans Le Parisien. Enfin voilà, ça a fait vraiment un gros boom sans que pour le coup je demande quoi que ce soit. Donc comme quoi finalement cet investissement a payé. Alors pas en monétaire, voilà, comme je disais, ça a payé pas en monétaire, mais ça a payé en tout cas en communication et en retombées, exactement, notoriété. C'était de reproduire en fait 3 scènes des années 70 au complet. Donc on a fait un salon de coiffure, une cuisine et un salon. Donc on a recréé vraiment des univers en chinant le moindre petit... Je les ai vus, c'était incroyable. Ouais. On vous mettra 2-3 extraits si tu veux bien qu'on mette... Oui, bien sûr, bien sûr. Pour que les gens puissent se rendre compte de ce que c'est. On l'a fait avec une équipe, donc tous entre guillemets bénévoles, puisque personne n'a été payé. Il y avait une coiffeuse, des modèles, une maquilleuse, quelqu'un qui s'occupait justement de m'aider sur la décoration, l'installation. Enfin, on était une bonne équipe, pourtant aucun n'a été payé, mais on s'est tous servis justement de ce truc-là pour la visibilité. Et donc j'étais à l'initiative de ce projet, j'ai imaginé le projet, j'ai créé le projet, j'ai demandé aux gens de me rejoindre dans ce projet et ils ont adhéré au truc, donc c'était super. Et ça a eu un super rendu et ça m'a demandé un nombre d'heures d'investissement mais énorme. Parce que voilà, de chiner le moindre truc, le papier peint, le sol, on a dû tout recréer, tous les objets, le moindre truc, les plantes, les habits, les bijoux, enfin... Tout a été recréé vraiment dans les années 70 pour essayer qu'il n'y ait pas la moindre coquille, la moindre faille, quoi. Et cette idée, ce projet, du coup, parce que là, tu nous hype un peu quand même sur le sujet, comment ça t'est venu, là, ce projet artistique de Fou Furieux, surtout en se disant, vas-y, je le fais vraiment pour mon kiff à moi et j'ai envie de kiffer. Comment ça t'est venu? Et en plus, du coup, t'es pas rémunéré sur ça. Alors, t'as eu un effet de com, donc au top. Qui était même pas autant voulu. Enfin, c'est ça qui est fou, c'est que ce projet-là, il est venu dans ma tête. En fait, moi, je pars du principe que pour continuer d'aimer, d'être motivé et de continuer à vraiment kiffer son boulot, il faut continuer à avoir des projets perso. Et pas n'accepter que des projets pro, que des projets rémunérés. Pour moi, c'est important de continuer d'être créatif, d'imaginer des choses et de réaliser des trucs pour le perso. Donc, ce
se mettre dans une zone aussi d'inconfort. En fait, sortir de sa zone de confort, de ce qu'on fait traditionnellement. Exactement, et puis faire des trucs qui pour se faire plaisir à soi, en fait. Parce que des fois, voilà, je pense qu'un artiste est majoritairement créatif. Moi, j'ai toujours plein d'idées dans la tête. J'ai toujours plein de choses qui vont à droite, à gauche. J'imagine toujours plein de scénographies, plein de gens, Enfin voilà, j'ai plein de trucs. C'est toujours à 1000 à l'heure dans ma tête. Et justement, ces trucs-là, il faut pas que je les réfrène tout le temps en me disant « oui, mais j'aurai pas le temps, oui, mais ça va rien me rapporter ». Non, il faut laisser aussi vivre ces projets-là perso. Et ça, c'en était un. C'en était un parce que les années 70, j'adore ça. C'est très coloré, c'est très vif. Il y avait un mouvement de libération sexuelle, politique. Enfin, il y avait vraiment toute une énergie autour de ce truc-là. Le power flower, voilà, il y a eu énormément de choses. Et moi, c'était vraiment un truc que j'aimais, le côté aussi hippie, le côté on n'a qu'une vie, tout le monde s'aime, tout le monde est beau, tout le monde... Voilà, moi j'adore ce truc. Ça nous manque aujourd'hui. Ça nous manque. Moi j'adore ça, je vis un peu dans le monde des bisounours, clairement. Et donc pour moi, c'était vraiment voilà, une époque que j'aurais aimé vivre en fait. Donc pouvoir le refaire au travers de photos et tout ça... tout ça t'a fait... Ouais, franchement, j'ai pris un réel plaisir. Alors oui, ça m'a demandé un temps énorme, mais c'est ce truc-là qui continue de me faire vibrer encore. Ça se voit même là quand t'en parles. Ça se voit un peu. Dans les yeux. Ça se voit de ouf. Donc c'était vraiment un projet que t'as porté. Et c'est un projet que j'espère perpétuer. Je suis en train de prévoir la prochaine série qui sera sur une autre décennie. Il y a des leaks, les amis. Ouais, c'est une petite fuite avant que ça sorte. Mais voilà, petite anecdote. Donc voilà, il y aura d'autres décennies normalement qui vont sortir en photo. C'est top ça. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, quelque chose, je sais pas, que tu as envie de dire aux gens, aux auto-entrepreneurs, aux personnes qui nous regardent? Soyez fous, la folie, c'est ce qui rend heureux. Et mettez des chaussettes des couleurs différentes. On coupera ça. Non, je rigole. Non, mais restez vous-même, restez fous, restez fidèles à vos valeurs, surtout, comme tout à l'heure, tu me demandais comment je me démarquais. Finalement, on n'a même pas tant répondu à la question que ça parce qu'on est parti sur 15 autres sujets. Mais c'est bien, ça veut dire que la discussion est fluide et agréable. Mais voilà, comment je me démarque, je pense que majoritairement, je reste moi-même. Je veux pas me donner une identité qui ne me correspond pas. Exactement. Okay. Je reste moi-même, je suis quelqu'un de dynamique, de spontané, qui aime la vie, en fait, tout simplement. Et je veux que ça se retranscrive au maximum au travers de mes photos. Et aujourd'hui, on est beaucoup dans alors je vais parler un peu technique, mais les presets, comme on dit, des espèces de filtres, en fait, qu'on applique aux photos, qui sont quand même très neutres, j'irais pas jusqu'à dire froid, ça peut être chaud en termes de couleurs, mais où les couleurs sont très désaturées, très peu vives, enfin voilà, il y a un univers à ce niveau-là. Moi, c'est tout l'inverse, en fait. J'aime la vie, je veux que ce soit dynamique, que ce soit peps, donc c'est très coloré, voilà, c'est ça. Parce que ça me ressemble, parce que je suis comme ça. Et donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui me démarque. Et le fait que j'imagine un bon contact avec les gens. En tout cas, je fais tout pour parce que je suis vraiment quelqu'un... Ça se ressent, ça se voit. De toute façon, je pense que quand tu es auto-entrepreneur, peu importe, t'as pas le choix d'avoir un bon contact. T'as pas le choix. Mais moi, je ne le fais pas de façon forcée. C'est ça que je veux dire. Parce que si t'es pas ouvert aux gens, si tu sais pas discuter, si tu sais pas même te vendre en soi, parce que quand on est entrepreneur, on se vend. Si tu as le contact difficile, oublie à mon avis l'aspect d'auto-entrepreneuriat, sauf si tu es chez toi, genre être monteur par exemple, une vidéo, tu peux rester chez toi, mais c'est vrai que si tu as un contact avec des clients, ça peut être compliqué, effectivement. Je pense qu'effectivement, quand on fait un boulot dans lequel il y a du contact, il faut être sympathique, il faut être avenant, etc. Mais moi, avoir le sourire, bien sûr. Mais moi, je le fais même pas pour les gens, je le fais parce que vraiment, je suis comme ça, en fait. Et ça, c'est une différence aussi. Ça me permet de me démarquer, c'est qu'on le sent spontanément que je me force pas. À l'inverse, je me forcerai pas à être quelqu'un d'effacé, de timide, parce que je suis foncièrement pas comme ça. Donc, je veux vraiment rester en intégralité comme je suis. Et si les gens sont contents, c'est pour ce que je suis et pas pour ce que j'ai voulu montrer, en fait. Donc, voilà. C'était le mot de la fin, les amis. Merci infiniment, les amis, d'avoir suivi ce tout premier podcast. Mettez surtout votre avis en commentaire. C'est le premier. On lira tous les avis, voir s'il y a des petites corrections à faire. Vous pouvez également nous retrouver en audio pour aller faire votre footing ou sur le chemin du travail. Vous pouvez nous écouter. Merci à Charlotte, donc CB Photographie. On met l'ensemble des liens en description. N'hésitez pas si vous avez un besoin de photos sur le secteur, donc au Bois Troyen, voire aussi en France. Et merci à la Licorne de nous avoir permis de filmer dans ce lieu juste magnifique. Je vous remercie, n'oubliez pas l'abonnement, le pouce, tu commences à connaître. C'était Anto Conseil. Ciao.